Merci de vous être libérés. Donc après des acteurs historiques qui avaient pour particularité que leur entreprise avait tous plus d'une vingtaine d'années, là on a des acteurs qui ont la particularité d'avoir tous moins d'une vingtaine d'années, voire beaucoup moins pour certains. Je vais peut-être juste, comme tout à l'heure, mais prenez peut-être un chouïa plus de temps parce que je pense qu'il y a des marques qui sont un peu moins connues que Génico, Worldline ou PayPal ou Monex. Donc prenez peut-être 2 minutes chacun pour présenter qui vous êtes et ce qu'est votre entreprise et en termes assez concrets, qu'est-ce qu'elle fait. C'est pas forcément juste des fois des mots un peu trop high level, on comprend pas exactement l'offre de valeur. Donc peut-être tu es rompu à l'exercice, tu es passé chez Stéphane Soumier, pour toi ici c'est une balade. Donc Bonjour, alors merci déjà Laurent pour cet accueil. Donc moi je m'appelle Diana Brondel et j'ai fondé une néobanque pour les adolescents entre 12 et 17 ans. Donc c'est une application mobile avec une interface pour le parent et pour l'enfant. On apprend à l'enfant à gérer son argent. Donc on a plusieurs modules, des listes de souhaits, des cagnottes, des modules d'épargne. Et en miroir, on a une interface pour le parent pour que le parent puisse un peu paramétrer et accompagner son enfant à devenir autonome financièrement. Parce que parler d'argent, c'est quelque chose d'assez personnel. Pardon. Donc on a développé un outil que chaque binôme parent-enfant peut se réapproprier et de sorte à ce que le parent puisse accompagner l'enfant à devenir autonome dans la durée. Alors je pense que nous sommes les plus jeunes parce que nous avons lancé la commercialisation il y a 2 mois. Donc ce sont les premières cartes qui circulent, les premiers retours, les premiers use cases. Donc nous sommes le dernier arrivé, je pense, de tous les acteurs ici. juste une question, quand tu dis enfant, c'est quel âge chez toi? À partir de 12 ans. Dès 12 ans. Oui, dès 12 ans. Dès 12 ans. En fait, idéalement. Mais 12-18, c'est un seul enfant, quoi. Non, alors 12-18, ça peut être plusieurs enfants. Non, en fait, quand je dis oui. pardon, un seul enfant. C'est une même catégorie pour toi. Oui, en fait, non. En fait, Ils vont pas aimer les 16-18. Non, en fait, idéalement. Non, mais il faut démarrer quelque part. Hein. Il faut démarrer quelque part. Donc aujourd'hui, l'offre de base, c'est 12-17. Voilà. Mais très clairement, le sens de l'histoire, c'est qu'il va falloir resegmenter, avoir quelque chose qui va faire du 12-14 et quelque chose qui va plutôt faire du 15-17, parce qu'on voit bien sûr que les comportements ne sont pas les mêmes, que quand on est très jeune, on accepte davantage de contrôle et que quand on se rapproche de la majorité, on aspire à davantage de liberté. C'est un peu comme mettre un ado au baby club au Club Med, quoi. Ça va être compliqué. À toi, Oussem. Bonjour à toutes et à tous. Merci Laurent et merci à l'Accel pour l'invitation. Donc, je suis Oussam Assadi, je suis CEO de Déjà Mobile. Alors Déjà Mobile offre de la technologie et des solutions de paiement mobile en marque blanche. Nos solutions s'adressent essentiellement aujourd'hui côté émission, donc aux émetteurs. Et elles permettent à ces émetteurs de digitaliser leur carte de paiement, donc n'importe quel type de carte, dans n'importe quelle application de type wallet, que ce soit des wallets de tiers comme Apple Pay, GPay, Samsung Pay, etc., ou alors l'application de la banque elle-même qui devient ainsi un wallet de paiement. Donc cette activité, notre activité, on l'a développée d'abord en France, ensuite en Europe. Actuellement, on est en train aussi de se développer en Asie centrale et au Moyen-Orient. Donc on est en phase d'expansion. On développe également nos solutions qui sont essentiellement basées sur la tokenisation. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir plus tard pour expliquer un peu mieux comment ça marche. Côté marchand également, avec des applications de type wallet marchand. Alors nos clients, pour être un peu plus concrets, comptent des banques, des grandes banques de détail. Alors le client de référence pour nous, c'est le groupe Crédit Agricole. Donc si vous êtes client du Crédit Agricole, vous utilisez sans doute une application qui s'appelle Ma Carte. Dedans, vous pouvez digitaliser votre carte, Mastercard, Visa, CB, et payer avec, que ce soit chez les commerçants en utilisant le sans contact, en NFC, ou alors en ligne. Il y a également depuis peu le service qu'on appelle Paylib entre amis, c'est le transfert d'argent entre particuliers. Et tout ça est motorisé en fait par notre technologie. Voilà. Pour donner un exemple concret, on a d'autres clients, notamment en Europe, dans le domaine du prépayé. Je pense que je prendrai quelques exemples concrets après pour illustrer mon propos, pour montrer aussi que les opportunités se diversifient dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Alors, Annie, on a cité au moins 3 fois ce matin WeChat et Alipay. Donc, Je n'ai pas entendu, je n'étais pas là alors. on a préparé ton arrivée. Je te laisse présenter un peu qui tu es. Merci Laurent. Donc, je m'appelle Annie Gour, je suis CEO, cofondatrice de SigPay. SigPay est une jeune entreprise française basée à Paris et on a été créé en juillet 2017 et aujourd'hui on est 14 personnes avec quelques personnes basées dans des autres villes en Europe. Nous proposons aux commerçants et e-commerçants des solutions omnicanal qui leur permettent d'accepter des paiements sur le téléphone mobile. Donc aujourd'hui, on est partenaire de paiement et de marketing de Alipay et WeChat Pay, qui sont des wallets chinois avec une base d'utilisateurs d'1 milliard de personnes. Donc cette base énorme de personnes, donc voyageurs chinois, quand ils viennent en Europe, la plupart des commerçants ne peuvent pas encaisser leur paiement par téléphone mobile, qui déjà devient leur habitude bien ancrée.
quand ils consomment en Chine. Donc, société SigPay, on propose des solutions. Donc, nous avons exactement 4 différentes solutions techniques qui permettent aux commerçants d'afficher un QR code ou d'accepter sur un TPE des paiements de Alipay et WeChat Pay. Et nous travaillons également en partenariat avec des banques traditionnelles, françaises ou étrangères. Par exemple, nous avons un projet POC avec Paylib, une version de Paylib, pour créer une version basée sur QR code de l'application Paylib qui permet aux porteurs Paylib de payer sur les QR codes également et les mêmes QR codes qui est accepté par Alipay et WeChat Pay. Voilà. Merci beaucoup Annie, on reviendra au détail un peu plus de ton développement après. Emmanuel. Bonjour à tous, donc RestoFlash c'est du titre restaurant sur mobile. Le marché du titre restaurant en France il y a quelques années était encore sur le papier. Nous on s'est dit que la carte était une solution déjà bien déployée dans le monde entier et que probablement on pouvait rajouter et redéfinir un nouveau périmètre pour les services du titre restaurant. Donc en fait on ne fait pas que payer, on peut payer avec des amis, on peut payer sur plusieurs téléphones, on peut payer à distance, on peut payer sans se lever de table, on peut payer en complétant avec du top-up. Enfin voilà, donc ça c'était l'idée des nouveaux usages, essentiellement destinés à permettre de gagner du temps quand on n'en a pas, parce qu'en fait on est sur un marché où il y a effectivement le consommateur qui est le salarié d'une entreprise qui lui a acheté ses titres restaurants. Mais de l'autre côté, il y a aussi le restaurateur, et quand on paye, c'est le pic de paiement. Et donc l'alliance des deux, c'est finalement l'ensemble de services qui permettent d'aller plus vite. Au moment où tout le monde fait la queue au TPE, vous payez depuis votre place, vous envoyez de l'argent à un collègue qui paiera pour vous. Et puis d'autres solutions qui, grosso modo, composent la philosophie des services qu'on a aujourd'hui. Donc sur cette base-là, depuis 2011, on a d'abord fait passer le décret sur la réglementation du titre restaurant, puisque tout avant que je te pose des questions, je vais t'embêter. D'accord. On va dire que te présenter, c'est fait. Et justement, j'allais te poser des questions. Ça tombe bien, ils ne savaient pas, mais je leur pose des questions exactement dans cet ordre-là. Donc comme ça, vous pouvez déjà prévoir un peu. Et comme tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, n'hésitez pas à réagir. Vous n'êtes pas obligé d'attendre mes questions s'il y a des choses où vous voulez réagir. On a des acteurs qui sont dans des sujets assez différents du paiement. Et comme le thème, justement, ce matin, on parlait tout à l'heure avec Anne-Valérie de différentes méthodes, différentes solutions. Ça fait de regarder avec chacun d'entre vous ce que vous faites, mais aussi, finalement, les difficultés rencontrer, les opportunités bien sûr, mais on le voit pour certains d'entre vous, ça a fait un long chemin. Alors justement, je t'ai déjà vu sur ma scène, ça fait longtemps. Oui, bien sûr, depuis longtemps, en même temps que l'Axel, 2011 on a commencé, et à donc on a dû se voir quelques années après. Et à l'époque, on avait l'impression que ça y est, c'était entre les décrets européens qui étaient là, entre le momentum même des gouvernements dans différents pays qui semblaient être là, que c'était presque. Et le chemin semble plus long que prévu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces montagnes russes? Alors, il n'y a aucun rapport avec son bras. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je pense que le thème des hauts et des bas est pas mal. En fait, il y a des hauts, des bas et puis des hauts. En fait, sinon on ne serait plus là. Donc quand le bas vous rattrape, on n'est plus là. À la base, on a un marché que moi je qualifierais archaïque et qu'on va chercher à disrupter. On paye avec un ticket qui vaut 7,31 €. Il faut payer exactement. Le restaurateur ensuite doit tamponner ses tickets, les renvoyer. Enfin, on connaît tous cette histoire sur le papier. Nous, on s'est dit qu'il y avait l'opportunité de le faire. Ce qu'il y a de bien, c'est que justement en 2011, on a un courant plutôt positif. Il y a une super équipe, il y a des super investisseurs pour appuyer sur ça. Et on se dit que finalement, ce marché qui est quand même assez complexe, 200 000 restaurants d'un côté, à peu près 120 000 entreprises et 4 millions d'utilisateurs quotidiens, on sait que ça va prendre un peu de temps, mais on se dit effectivement avec quelque insouciance qu'on est capable de viser un leadership en moins de 5 ans. L'ambition est toujours là et aujourd'hui on est quand même bien longtemps après puisqu'on est en 2019 et que ce leadership n'est toujours pas là. Mais en revanche on est encore là. Et on est encore là, donc les premiers hauts... Comment tu as fait pour être encore là? Parce que tout à l'heure, quelqu'un sur la scène évoquait le fait qu'il y a eu beaucoup qui sont nés et morts. Ouais. J'en ai eu aussi beaucoup sur cette scène. C'était quoi? Juste une question rapide, les secrets pour rester encore? Des gros investisseurs derrière? Alors les investisseurs, les investisseurs c'est essentiel. Je pense ensuite de ça, on n'a jamais pivoté parce que le marché est quand même clairement défini. Mais on a adapté énormément nos approches de go-to-market. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, c'est que ce marché, tout archaïque qu'il soit, finalement est d'une grande complexité parce qu'on a décidé de ne pas utiliser de système de paiement ouvert pour avoir une maîtrise sur les coûts et demain avoir un avantage concurrentiel. Donc ça nous a demandé de construire le réseau. Tu construis ton propre réseau. Voilà, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez terrible. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On a gardé le cap, en fait. La première chose, c'est la résilience sur là où on veut aller. La deuxième chose, je pense, c'est les investisseurs qui sont capables d'acheter les différentes itérations sur le go-to-market. Et la troisième chose, je pense que c'est une équipe qui est capable de suivre. L'équipe a été stable, l'équipe a constamment cru dans ce qu'on faisait et c'est pour ça qu'on est encore là. Et donc là, c'est plutôt une phase haute
Oui, bien sûr. Donc la phase haute de départ, quand même, c'est effectivement, comme tu l'as mentionné, cette acceptation, le fait de faire passer le décret, et on est parti de fanfare au vent. En revanche, après, en fait, il y a un élément, moi je qualifierais de majeur avec le petit recul qu'on a, c'est que quand on est dans l'univers du paiement, ici vous le savez tous, le paiement ça veut dire confiance. Et donc quel que soit l'édifice que vous fabriquez, quand vous appelez RestoFlash et que vous sortez d'une feuille blanche PowerPoint que les investisseurs ont acheté, finalement vous devez construire une marque, et ça c'est quelque chose qui est très difficile et qui déclenche quoi? Qui déclenche en fait les corporatismes et les conservatismes. Donc corporatisme ou conservatisme, que ce soit de la part des concurrents ou de la part des utilisateurs ou de la part des entreprises, et c'est très légitime, c'est-à-dire quelque part ça fait partie des barrières à l'entrée, et on va se retrouver avec tantôt des entreprises qui finalement ont acheté comme des moutons depuis longtemps un produit qui est toujours le même, parce qu'on n'est pas sur un marché très raffiné, on est sur un marché où aujourd'hui la caractéristique, à part le fait d'être low-tech, c'est que tous les concurrents proposent exactement le même produit, on est sur un oligopole en fait, et dans cette logique-là, finalement, éduquer... Je sais, mais je les connais tous, ils me connaissent. Et on a vraiment, grâce à ça, finalement, on a une certaine inertie de la part des entreprises, qui sont quand même les donneurs d'ordre. De l'autre côté, on a à peu près la même chose. Nous, on se disait, mais c'est fantastique, les restaurateurs sont très mécontents, ils payent très cher. On va leur proposer quelque chose où ils payent moins cher, et donc ça va aller très vite. Bon, aujourd'hui, effectivement, c'est allé quand même assez vite. En 5 ans, on a intégré 85 000 restaurants qui passent par la techno RestoFlash, et on est capable de payer dans 200 000 établissements. Donc ça y est, on a réussi ce pari-là de posséder le réseau complet depuis le 1er janvier 2019. Mais la réalité, c'est que là aussi, on pouvait se dire que ça irait plus vite, parce qu'il y a quand même de l'argent à gagner. Et donc voilà, donc face à toutes ces immobilités, une forte inertie, c'est ce que voilà, il y a une inertie, et puis derrière ça, il y a finalement les bruits de couloir, le commercial qui est un peu surpris de se retrouver face à RestoFlash et qui va dire que finalement tous les services qu'on a ne sont pas forcément légaux, des choses comme ça. Donc on a nettoyé tout ça, on a construit une proposition qui est bien supérieure aussi à celle avec laquelle on était parti. Et finalement aujourd'hui c'est CDO, pourquoi? Parce que la concurrence, en fait, c'est la carte. La carte est aujourd'hui mieux perçue. Au début, c'était réellement perçu comme étant une nouveauté par rapport au papier. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je pense que le paiement sur mobile est lourdement, lourdement bien positionné. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'avant, on était peut-être un peu trop tôt. Aujourd'hui, on ne l'est plus. On est un concurrent crédible. La deuxième chose, c'est qu'on est toujours les seuls. On est toujours les seuls parce qu'effectivement, l'aspect un peu mouton a continué à se voir sur le plan concurrentiel, avec finalement tout le monde qui choisit une offre carte, ce qui fait qu'on est les seuls à proposer. Certains avec des pilotes mobiles. Mais bien entendu, non, mais ce ne sont que des plateformes, et chaque chose a une étape. Il y a des supports transitoires. Je ne suis pas du tout dans le jugement. Je suis dans la caractéristique, c'est qu'en face de nous, il n'y a que des cartes. Et donc, on est finalement les seuls à proposer quelque chose tout en main avec des services intégrés. Et puis, finalement, le rebond, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs et les entreprises nous prennent. Et donc, on a des retours clients, on a des volumétries qui arrivent. Et donc, on a peut-être mis du temps pour faire les choses, mais finalement, avec en plus un certain assainissement de la concurrence qui est en train de se voir, parce qu'effectivement, les offres commencent à se diversifier et probablement la marque RestoFlash commence à se construire. Nous, on voit un futur très positif. Et donc, je redis, leader du numérique dans le titre restaurant en moins de 5 ans, mais à partir d'aujourd'hui. Juste une question, alors c'est pas forcément à toi que je devrais la poser, mais on a vu quelques raisons qui ont été des freins. Les acteurs historiques, quoi qu'on en pense, que ce soit, on pourrait même parler des banques tout à l'heure avec Diana, mais ne font pas non plus que rester enfermés dans leur tour d'ivoire et rien innover. Est-ce que le fait que ça prenne plus de temps que prévu ne leur a pas laissé le temps aussi de finalement commencer à proposer des choses pas si mal que ça aussi en digital, tu vois? Mais je pense que toute offre de toute façon trouvera son marché, parce qu'il y a des gens malins derrière qui cherchent à proposer des services qui correspondent aux besoins de leurs utilisateurs dans toutes les entreprises. Donc là, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a juste, c'est qu'on avait l'avantage, effectivement, d'être celui qui n'a pas à gérer un sac à dos rempli de papier. Et ça, c'est pas facile à faire quand même quand vous avez une grosse boîte, de devoir changer l'organisation, le mindset, la proposition de valeur. Tu pensais partir avec 100 miles d'avance? Donc moi, je pensais partir avec 100 miles d'avance. Et ce qu'il y a de certain, c'est que la partie restaurant, qui était essentielle pour nous, parce qu'on a fait un choix justement d'un système qui passe par notre propre techno, avec un brevet, avec tout ce qui va bien, et finalement, ça nous a ralenti. Mais si on regarde bien de l'autre côté, un peu technique, on peut quand même ici, nos restaurants, le système carte ouvert, c'est 4 coins, le système carte fermé, c'est Connex, dans lequel se sont mis les 4 émetteurs historiques qui travaillent ensemble pour justement permettre une techno qui leur permet de générer le contrôle sur les flux complets. Finalement, Connex est à peine plus gros que RestoFlash pour certainement un budget 4 fois supérieur. Donc, on a pas mal travaillé, mais la vitesse que ça a pris de bouger l'écosystème infra a bougé à la même vitesse pour tout le monde à peu près. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à convaincre ces dernières années dans les nouveaux usages? Parce que c'est des nouveaux usages que tu pousses. Déjà, titre papier,
digital, mais en plus, effectivement, la carte versus le QR code, qui n'est pas forcément le plus répandu en France comme manière de payer. Est-ce que c'était les utilisateurs finaux, les entreprises, les marchands, les régulateurs même? Qu'est-ce qui a été le plus dur Bon, les régulateurs au début, évidemment, puisqu'il a fallu faire un décret, alors que dans le fond, juridiquement, on pouvait parfaitement opérer comme on le faisait. Deux yeux, je dirais, McDonald's. Voilà, on n'a rien dans la poche et finalement, on est sur tous les kiosques McDonald's. Aujourd'hui, ma publicité, j'en ai pas besoin. J'ai 4 millions de vues par jour sur les kiosques McDonald's. C'est proposition Visa, au comptoir, titre restaurant, ou Resto Flash en couleur, donc c'est pas mal. Je ne sais pas si vous y êtes allé, mais en tout cas, il y a ça aujourd'hui. Et donc, ça a été un gros hit. Je pense qu'on a découvert quelque chose récemment, c'est qu'au fil du temps, une application qui comporte autant de services que ce qu'on fait. Nous, en fait, on est une dizaine de startups. Il y en a plein qui font des petits bouts de ce qu'on fait. Finalement, le premier usage, aujourd'hui, la plus grosse barrière, qui n'était pas le cas avant, parce que au départ, je vous disais, paiement, c'est confiance. En fait, quand on commence à payer avec un paiement sur mobile, au début, on trouvait que les gens l'adoptaient très facilement. Mais on était aussi une application qui ne proposait que de payer dans quelques restaurants. En fait, à partir du moment où on a complexifié un peu les choses, on tombe non pas sur la barrière de l'adoption du paiement qui avait pris tant de temps sur Internet, mais on tombe finalement sur la complexité de se sentir à l'aise. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien payé? Donc aujourd'hui, nous, on a une très grande partie de notre travail qui est dans la mise en place dans les entreprises, juste pour accompagner le premier paiement. Une fois que ça s'est fait, tout gagne. Et justement, on dit souvent que la difficulté pour les nouvelles startups, quand elles doivent travailler avec des grands comptes, parce que McDonald's, c'est pas non plus la startup du quartier, c'est cette culture aussi. Comment travailler avec des grands groupes, vous avez des petites équipes, etc. J'imagine que McDo, même s'ils sont très agiles, c'est quand même pas la startup. Donc, des retours d'expérience sur ces sujets? Non, au début, je disais qu'en fait, on a réussi aussi parce qu'on avait une très bonne équipe. Donc, on a pris le directeur technologie d'un des groupes leaders du marché de titres restaurants. Donc ça nous a beaucoup aidé pour être capable de concevoir des systèmes industriels. Dès le début, on avait cette ambition, donc on n'a pas bricolé juste un front. On a fabriqué un back-office, en fait, qui est un des métiers clés de Resto Flash, capable justement d'opérer dans des conditions de stress et de volumétrie assez élevées. Et donc, je dirais même, on a même fait évoluer la politique de sécurité de McDonald's, parce qu'on leur a proposé quelque chose qu'ils n'avaient pas pensé faire. Et donc, oui, les grands groupes demandent des compétences particulières, mais on a une start-up qui les possède. Et indépendamment de ta solution en particulier, mais plus sur le marché en général, de la dématérialisation de ces titres, ressentons encore tous ces freins à l'usage de l'utilisateur final qui aimait bien finalement tricher avec son titre restaurant. C'était sympa de pouvoir acheter le dimanche autre chose, demander de la monnaie alors qu'on ne peut pas, enfin faire tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. En plus, on est là. Non, mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que toute la promesse que toi tu appelais tricher sur le papier, d'abord, le régulateur, c'était important pour lui. Si on veut que le système dure, il faut qu'il soit faire pour l'État, qui consent de la défiscalisation. Et ça, c'est une des priorités majeures, de s'assurer que finalement, ça reste toujours un système vertueux. Et ce système vertueux, dans la dématérialisation, permet de faire à peu près 1 milliard d'euros d'économies par an, sans avoir forcément des pertes d'emploi, mais simplement sur des inefficacités, du CO2, etc. Donc là, on sait qu'on a un gain qui est net. Après, au niveau des usages, je dirais c'est de la créativité réglementaire. C'est-à-dire, je pense que la plupart des choses qui sont perçues comme des usages naturels sur le papier, typiquement, je pense que Resto Flash, on les a tous. Voilà. Sur Resto Flash, si tu veux donner de l'argent à ton fils qui va au McDo, il suffit d'avoir un téléphone sur lequel il va utiliser son code. Moi, je ne suis pas en mesure de le contrôler. Donc, typiquement, le même usage qui profitait, moi, je ne peux pas le contrôler parce que, par définition, si j'ai un utilisateur qui n'a plus de batterie, il va prendre le téléphone d'un voisin. Voilà. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui font que, quelque part, on a gardé une très grande flexibilité. Nous ce qu'on dit, c'est que Resto Flash, par rapport justement aux cartes qui sont des technos qui ne sont pas possédés par les émetteurs, qui les limitent. Donc, on dit que nous, on est le restaurant sans contrainte. Justement, et c'est ça la deuxième promesse qu'on peut faire à part la vitesse. Merci beaucoup. Alors comme on a beaucoup parlé de QR code, c'est un super enchaînement pour Annie. J'étais à Shanghai il y a 2 mois et en fait j'évolue quand même beaucoup dans le secteur de paiement, vous me connaissez, mais en fait je ne m'en rendais pas compte. C'est vrai que là-bas, ma carte, en fait, ça m'a pas servi, si, pour faire des retraits et engueuler mon banquier que j'avais pas un plafond assez haut. Parce qu'il avait tout prévu pour les paiements, le banquier. J'ai un bon plafond de paiement, mais retraits, je suis pas grand-chose. Et aller payer avec votre carte bancaire, Visa, Mastercard, désolé, c'est pas le bon scheme là-bas. Et puis de toute façon, même quand ça l'est, ils prennent pas. Par contre, WeChat, Alipay, ils payent. Alors, bon, les Chinois même pas, j'ai WeChat, mais j'ai pas le droit de mettre ma carte bancaire française. Donc, c'était pas possible. Mais je me suis rendu compte à quel point, partout, littéralement partout, du moindre taxi, à l'échoppe pour acheter un espèce de machin à quelques cents, on paye en WeChat, Alipay. Tu peux nous en dire un peu plus, parce que moi c'était une semaine de vacances, toi je pense que tu travailles beaucoup plus avec cet écosystème, donc sur la dimension et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, payer avec WeChat et Alipay pour les Chinois?
Oui, donc quelques chiffres, il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, 50% de transactions dans les magasins de proximité en Chine sont payées par téléphone mobile. 50%. Oui, et 75% des achats en ligne sont réglés par les systèmes de paiement tels que Alipay et WeChat. Donc Alipay, c'est le leader en Chine de ce système avec 55% de part de marché et WeChat, c'est 40% de part de marché. Et après, il y a peut-être une centaine de wallets de tout type en Chine. Donc, c'est un système d'acceptation le plus puissant en Chine par rapport aux cartes crédit et cartes de débit ou espèces. Le téléphone mobile, c'est le premier moyen de paiement en Chine aujourd'hui. Qui n'existait pas il y a 10 ans, on est bien d'accord. Qui n'existait pas quand j'étais en Chine. Ouais, donc, c'est même pas il y a 10 ans. Hein. D'accord, ça c'est pour donner un peu la dimension. Oui. Il n'y a pas vraiment de, puisqu'on parle d'acteurs concurrents, d'autocitaires, il n'y a pas vraiment de petits acteurs alternatifs dans le paiement mobile. On parle toujours de ces deux gros-là, en fait, Alipay et WeChat. Il y a une centaine de différents types de qui ont wallets. Une vraie activité Oui, parce qu'ils sont liés par rapport aux différentes plateformes de e-commerce, par exemple. D'accord, propriétaires. Voilà, donc qui créent leur propre wallet qui permet à payer dans son écosystème. Donc ça existe On aussi. peut encore exister à côté de WeChat et Alipay. Tout à fait, c'est des systèmes coexistent. D'ailleurs, on est en train de discussion pour introduire justement le numéro 3 et le numéro 4 de ces différents wallets à rentrer dans le marché en Chine français. Parce qu'un petit acteur au niveau chinois, ça devient un grand acteur. Un POC en Chine, c'est 30 millions de personnes. Il faut juste se rentrer dans les standards. Hein. Donc voilà, si j'ai bien compris, toi tu représentes finalement, avec ton offre, tu essaies de dire, voilà, chers amis, il y a plus de 2 millions de touristes chinois qui viennent chaque année. Tout à fait. C'est dommage, ils ne peuvent pas vraiment bien payer chez vous. Oui, et donc nous avons une vision assez internationale. Très tôt, depuis notre création, on est partout en Europe. Donc aujourd'hui, on est présent sur 11 pays en Europe et également présent dans les autres pays d'Europe, tels que Turquie. Parce que les touristes chinois, ils vont partout et on les accompagne où ils vont, autour de l'Europe, pas encore aux États-Unis, mais pourquoi pas Europe et l'Afrique. Donc ça, c'est notre vision de choses. Et aussi, nous pensons que les touristes chinois, c'est les plus dépensiers du monde. Ils sont bien devant le deuxième, donc tels que les Américains. En moyenne, en Europe, ils dépensent 2 000 € en achat par jour. Donc, c'est quand même des chiffres assez considérables. Quand on surfe sur ces vagues-là, on peut vite avoir des volumes de transactions assez importants. Donc concrètement, aujourd'hui, le marchand lambda, il n'est pas vraiment équipé pour accepter WeChat et Alipay en France, si on repart sur le marché français. Non, ils ne sont pas équipés pour accepter des paiements mobiles tout court. Oh, un petit peu en sans contact. Le JECB, qui est un éminent membre, nous dira qu'il y a quand même 40% maintenant de paiements sans contact, etc. Donc on peut quand même accepter. Mais tu as raison, par rapport à les volumes dont tu parles, on est ridicule. Mais quand on parle des paiements sans contact, justement, en fait, de paiement mobile, c'est deux technologies donc basées par QR code et aussi NFC. Quand on parle de NFC, en fait, c'est des petits montants. Parce que, avec un mobile, tu peux payer jusqu'à 200 ou 300 € avec un mobile sur un NFC. Mais au niveau de sécurité, c'est quand même... par exemple, on équipe les magasins de Rolex, mais on ne pourrait pas payer les Rolex. Mais par contre... non, pas possible. Mais par contre, c'est une des premières marques préférées des touristes chinois. Donc, on équipe des magasins de luxe par le système de QR code. Et avec le système de QR code, on peut aller jusqu'à 35 000 € par transaction. Par transaction. Par transaction. On évoquait tout à l'heure, on a un public qui peut comprendre les sujets techniques quand même, donc tu évoquais 4 offres technologiques pour accepter. Oui, peux-tu rentrer un peu plus dans le détail? Oui, donc là, l'offre le plus répandue, le plus aimée par les commerçants, c'est tout simplement un bout de papier avec le QR code SigPay affiché. Donc au début, quand je proposais ces solutions aux commerçants, et ils me prenaient pour une folle. Tout simplement que, madame, vous voulez me croire que tous mes flux de transactions vont transiter sur ce papier. C'est ce que vous dites. Et que les Chinois vont venir dans mon magasin, payer avec son téléphone sur une application que je n'ai jamais vue de ma vie, et tous les mots sont marqués en chinois. Et vous dites que... Et je vais recevoir l'argent. Et c'est vous et la marmotte, elle met le chocolat. Donc, c'était pas facile de les convaincre. Mais par contre, on a créé un standard, donc SigPay. Aujourd'hui, les commerçants nous appellent tous les jours, madame, je veux les QR codes de SigPay.
Il ne connaît rien d'Alipay ou WeChat Pay, tout ça. Mais il a vu son voisin. On ne voit pas écrit Alipay et si, on voit quand même WeChat et Alipay Oui, sur ton logo. En petit. C'est SigPay, SigPay qui est important, pardon. On fait ce qu'on peut parce que c'est important les marques. C'est important les marques. voir grand. Il faut éduquer le marché. Donc, parce que nous avons un standard de QR code qui est compatible avec tous les wallets qui utilisent la technologie QR code. C'est pour ça qu'on crée le POC avec Paylive. Donc, tous les porteurs de Paylive, ils pourraient bientôt payer avec les QR codes dans les marchands, chez les marchands partenaires SigPay. Je me permets de t'interrompre juste pour souligner le caractère extraordinaire quand même d'une personne qui lance une activité, qui a les deux plus grandes marques mondiales de paiement, WeChat et Alipay, et qui dit non mais ce qui est important en plus gros c'est SigPay. Moi j'adore et je félicite en fait, bravo. Tout ça parce que je suis d'origine chinoise, donc les Chinois, ils n'ont pas beaucoup d'histoire, donc on n'a pas de complexe. C'est plus devant que derrière. Ouais, il y a plus de devant que derrière. Et aussi, je ne viens pas du monde de paiement. Mon cofondateur associé Damiano Rinaldi, qui vient du monde de paiement, lui, il est le CTO de ma boîte, c'est lui qui a conçu le système. Lui, il a tous les côtés réglementaires, techniques. Et moi, je viens de côté banquier. Donc, je n'ai pas de préjugés. Et pour moi, c'est les business et les besoins des commerçants qui sont les plus importants pour nos produits. Juste pour ceux qui ont de la mémoire, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là en 2012 et 2013. On avait fait venir sur scène des boîtes luxembourgeoises qui avaient lancé le même système que WeChat et Alipay avec juste un QR code par magasin. Vous voyez, bon, il y en a un qui a fait faillite et l'autre qui a revendu, qui fait autre chose. Mais voilà, on n'a pas eu la même puissance de feu que les Chinois pour le développer. Mais voilà, les idées se recyclent et des fois n'arrivent pas au bon moment et des fois elles se développent mieux. Il y a juste un truc, quand on entend ta promesse de valeur, c'est énorme. Oui. 2 millions de Chinois visiteurs qui dépensent combien? Tu dis 2 000 euros par jour. C'est beaucoup d'argent. Tu devrais déjà être une multinationale. C'est quoi les freins pour... qu'est-ce qui fait que ça ne va pas plus vite en fait? C'est la confiance, donc comme vous avez bien dit, hein, c'est la confiance des commerçants quand je lis que l'argent, ça transite sur les papiers et que derrière, c'est des startups qui traitent les transactions. Par exemple, là, le sujet, c'est haut et bas. Je pense que le haut, c'est qu'on ait récemment gagné 2 prix. Un prix, c'est important, c'est à Vivatech, les meilleures startups dans la catégorie de FinTech et Banking Services. Et deuxième prix, c'était Next Innov de PPCE et qui déclenche le partenariat avec les réseaux de distribution de PPCE également. Et il nous aide pour internationalisation. Encore... oui. Voilà, donc, et les pas, c'est qu'au début de l'aventure, même aujourd'hui, je fais la prospection moi-même. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est la proximité avec nos commerçants. Donc, les commerçants, on va bientôt atteindre la seuil psychologique de 1000 commerçants. Et pour nous, c'est notre cœur de métier, c'est comment bien servir ces commerçants et répondre à leurs besoins. Parce que c'est eux qui savent comment notre produit doit être. Et donc là, les premières fois quand je prospectais, et j'étais dans un restaurant chinois dans le 13e arrondissement, et les propriétaires parlaient ni français ni chinois, et c'était des dialectes de chez eux, et c'était un couple. Et que le mari voulait bien essayer et la femme non. Donc après 1 heure de négociation, les deux ont failli d'appeler la police parce que c'était à la limite de la violence conjugale, que les taux montent et tout. Et c'était le pas que je peux imaginer de ma carrière en tant qu'une bancaire et société de paiement. Et j'espère que je vais plus revoir ce genre de scène et que dans le futur, tous les commerçants en Europe, ils font confiance à SigPay, au système de paiement par QR code et pas téléphone mobile. Mais justement, on parle de QR code. Est-ce que tu n'as pas des marchands qui te disent, bon alors attendez, moi j'ai déjà RestoFlash qui est venu me voir la semaine dernière, donc j'ai déjà un système. Après, je vais avoir le vôtre. Je vais en mettre combien sur... parce qu'il faut former les gens pour faire payer. Les personnes, c'est pas toujours que le patron du restaurant. Il va falloir former ses hôtesses de caisse, etc. Est-ce que tu n'as pas des gens qui des fois te répondent, ça serait, ou à toi d'ailleurs, hein, ça serait peut-être bien de vous standardiser un peu là. Par exemple, à Singapour, il y a 2 ans et demi, le ministre des Finances avait dit bon, c'est génial, on a plein de méthodes de paiement. Maintenant, je laisse à tous les acteurs du QR code 3 mois pour faire le même. Débrouillez-vous. Bon, Singapour, c'est 4 millions d'habitants, ça vite. Mais... C'est pour ça que nous avons créé le QR code standard SigPay. C'est à lui de prendre le tien, d'accord. Ah, voilà. Les Chinois. Nous, quand non, mais j'avais compris. Ça marche aussi avec les Français parce que nous, quand on intègre RestoFlash à un système de caisse, en fait, il y a 10 positions. Donc, on peut faire passer 9 flux à part les flux de RestoFlash sur le même dispositif. Non, mais c'est quand même un vrai sujet pour les marchands, au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles offres, qui sont, je l'espère, de plus en plus nombreuses et sympathiques, de trouver un moment pour se normaliser.
on voit beaucoup de dynamisme. C'est quoi les prochaines étapes de ton développement, à part prendre un commercial pour gérer les 2 personnes dans le magasin, mais les prochaines étapes de ton développement? Les prochaines étapes, je pense, c'est de plus en plus de partenariats parce qu'aujourd'hui, nous avons des partenariats pour répondre aux besoins de commerçants. Ils veulent du détax, non seulement avec le paiement Alipay WeChat Pay, mais aussi le détax sur Alipay WeChat Pay. Donc, nous avons des partenaires détax qui permettent d'avoir un seul outil qui fait le paiement et les détaxes. Et nous avons aussi des partenariats. Par exemple, ils demandent, je veux bien accepter le paiement Alipay WeChat Pay, mais je n'ai pas de personnel qui parle chinois. Donc, nous avons des systèmes qui traduisent les conversations entre le vendeur et le client et qui va sur le même outil de SigPay. Donc, c'est ce genre de partenariat pour répondre aux besoins de commerçants. Je l'ai vécu. C'est vrai que c'est fascinant en Chine. Ils sont tous leur mobile. Vous leur parlez en français, ils traduisent en chinois, ils vous servent ce que vous avez demandé. Ils sont habitués à l'utiliser. On l'a tous dans notre mobile, mais on n'y pense pas forcément. Voilà. Juste, on va voir si tu es plus habitué à être en France ou en Chine. J'ai une question Big Brother. Quand on parle de WeChat et Alipay, forcément, on creuse un peu et on dit oui, mais ça peut pas vraiment être comme ça chez nous. Tu comprends là-bas Big Brother, toutes les datas sont partout. WeChat, c'est ce que j'ai acheté, mais il a aussi mon panier d'achat. Il sait avec qui j'étais hier, il sait avec qui j'ai parlé. Puis après, il est branché à Ping An pour l'assurance. Donc l'assureur va pas m'assurer mon mobile parce qu'il sait que j'étais pas dans le métro alors que j'ai déclaré que je l'avais perdu dans le métro. Des use cases réels, je vous engage à regarder. Est-ce que tu as ce genre de retour, ou pas encore en France, de gens qui disent oui, mais quand même, WeChat, Alipay, la data, on est en Europe. Est-ce que c'est un sujet ou pas encore? Tu es une entreprise trop jeune. Oui, c'est un sujet. Par exemple, je parlais avec des commerçants et il y en a qui me disent Madame, je déclare tout, donc je n'ai pas besoin de votre système. Donc, sous-entendu, c'est que... C'est du black. C'est du black, oui. Mais donc, tout ce qui est de chinois n'est pas tous black. Il y a aussi... Il y a aussi des côtés positifs. Hein. Donc, c'est vrai qu'en Chine, aujourd'hui, grâce à ou à cause du gouvernement chinois, et on a cette centralisation de données et contrôle de données également, et qui permet aux sociétés tech de développer leur intelligence artificielle. Parce que qui dit intelligence artificielle, c'est qui dit l'analyse de données finalement. Parce que c'est des algorithmes qui deviennent de plus en plus intelligents parce qu'ils étaient entraînés avec les vraies données des vrais consommateurs. Et c'est ce qui manque en France et ce qui manque en Europe. Et pourquoi on n'a pas aujourd'hui au monde, c'est des sociétés chinoises qui ont la meilleure ingénieure et la technologie AI. Pourquoi on n'a pas ça? Malgré que Emmanuel Macron qui veut construire la France en tant que porteur de AI, mais les meilleurs quand même dans le domaine de ces Chinois. Et c'est parce qu'en Chine, on a ces données réelles. Alors, je ne me prononcerai pas sur meilleur, je ne suis pas assez bien calé pour juger. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas la même attitude vis-à-vis de la data. Tout à fait. Et qu'on a effectivement une capacité à interpréter. Il y avait sur la scène du Paris FinTech Forum, j'ai tout à l'heure Jonathan Larsen, donc directeur stratégie de Ping An, petit assureur chinois énorme, qui nous expliquait qu'ils ont 24 000 data points dans leur cotation d'assurance. Quand on en a 1000 déjà, on a l'impression, et en plus on ne sait pas les utiliser. Donc c'est juste gigantesque, ils ne s'interdisent rien en fait. Hein. On n'a pas du tout les mêmes cultures, les mêmes approches. Je rappelle que la CNIL a été créée parce qu'on voulait juste créer un fichier central de données avec le numéro d'INSEE, et qu'à ce moment-là, tout le monde a été dans la rue pour le projet Safari sous Valéry Giscard d'Estaing. Donc ça, c'est la France et c'est l'Europe. On n'a pas la même culture vis-à-vis de la donnée, mais ce qui est vrai, c'est qu'on voit par contre des géants, grâce à cela, apparaître. Donc, ce qui est très populaire en Chine, donc c'est reconnaissance faciale pour le paiement, et on ne peut pas l'appliquer ici, même si on a la technologie qui est prête pour déployer. C'est parce qu'on n'a pas les données et on n'a pas l'accord des consommateurs pour partager ces données faciales, physiques, pour oui, parce que demain, le futur de WeChat et Alipay, c'est plus le code, c'est je rentre, on me reconnaît et je paye directement. Et il est déjà aujourd'hui. Oui, en Chine, c'est déjà le cas, mais pas chez nous. Hein. Mais ça ne sera jamais le cas, puisqu'il y a les protections de données des consommateurs. Donc, on ne peut pas utiliser ces technologies. Merci beaucoup. Il y aura encore beaucoup de questions sur ces contrées qu'on connaît moins, mais qui sont fascinantes en développement. Oussem, tu n'es pas trop QR code, toi? Si, tu vas voir. Je vais te raconter la progression partant du NFC jusqu'au QR Alors, code. justement, j'avais déjà envie de poser la question. Tout à l'heure, j'ai un petit peu embêté Emmanuel sur... Petit resto, c'est long. Mais alors toi, s'il y a bien un truc qui est long, tous les gens connaissent ça dans la salle, le paiement mobile. Oui. Je crois qu'on en parlait, j'étais peut-être même pas né, non, j'exagère un peu, mais ça fait longtemps quand même.
Tu as raison. Et effectivement, le paiement mobile, on a une histoire française un peu particulière quand même autour du paiement mobile qui donne en fait un biais énorme. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, on a commencé à travailler sur le paiement mobile. À l'époque, j'étais chez Orange. Donc on a fait payer mobile à Caen et à Strasbourg. C'était en 2007-2008. Pardon, tu as oublié. Oui, non, mais je commence. 1998, Oui. un terminal Sagem avec une carte Oui. bancaire dedans, Oui. vendu à 4 exemplaires. Mais enfin, Je zappe c'était des étapes, sur- même si j'ai des cheveux blancs, mais pas tant que ça. Donc voilà. Donc, C'est un j'ai vieux pas sujet connu. quand même. Hein, le paiement mobile. Effectivement. Non, mais ce qui est important, c'est de voir aussi, à la fois, il y a la techno, l'écosystème, et surtout, en fait, une sorte d'alchimie qui se fait à un moment où les consommateurs sont prêts, les commerçants sont prêts, tout le monde est prêt, un peu au même temps, quoi, hein. Il y a un alignement des astres. Je vais essayer de résumer ça en France, et après, je reviendrai. C'est intéressant, le cas de la Chine et de l'Asie, parce qu'en fait, le QR code est standardisé a posteriori par EMVCO, mais je reviendrai dessus après, parce que c'est pas SilkPay qui l'a standardisé, c'est EMVCO, mais on va voir pourquoi. Tant que Donc, tu fais tout ça en 8 minutes, vas-y. Oui, non, mais t'inquiète pas. Donc, en fait, nous, on a démarré à l'époque. Donc, les opérateurs mobiles ont essayé de se positionner sur le paiement mobile en apportant une technologie de sécurité basée sur la SIM. Je rentre pas dans les détails. Ils n'ont pas fait affaire avec les banques. Je résume ça un peu vite, d'accord. Est arrivée en 2013 une technologie qui s'appelait HCE, hein, introduite par Google, qui disait voilà, maintenant on peut dématérialiser de manière aussi sécurisée que dans un élément de sécurité physique, donc la fameuse carte SIM, l'application de paiement, et ainsi les banques vont pouvoir mettre dans leur propre application le service de paiement sans dépendre d'un tiers, ce qui était une promesse très intéressante. Nous, à l'époque, on a démarré là-dessus, sur cette promesse-là. Qui n'aimait pas trop au début, ni les opérateurs, ni les banques. Voilà, oui, mais en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est là où, c'est que effectivement, on a levé une barrière technologique qui donnait de l'indépendance aux émetteurs pour émettre leurs propres services dans une application Android. En plus, selon les standards bancaires, ça c'est important. Je pense que c'est quelque chose, un fil rouge qu'on va garder, en tout cas dans ma présentation, c'est que du moment où les grands réseaux de paiement, Mastercard, Visa, l'association EMVCO suit, il y a un effet d'échelle quand même immédiat qui est très important quand on peut faire des services grand public, parce qu'on n'a pas la difficulté qui consiste à créer une nouvelle confiance, un nouvel écosystème, une nouvelle infrastructure. Et donc c'est ce qui s'est passé avec cette technologie. Donc 2014-2015, les banques, notamment en France, avec la marque Paylib, ont commencé tout à investir là-dessus. Et puis est arrivé Apple. C'est ça, à mon sens, qui a changé la donne en 2017 avec Apple Pay. Et là, en fait, il y a eu vraiment un point d'inflexion. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu apparaître les GAFA, qui ont une exposition énorme auprès des consommateurs dans le domaine du paiement mobile, et on a vu une espèce d'alignement en fait à partir de là. Donc quasiment tous les émetteurs en Europe et partout dans le monde ont commencé à jouer à ce jeu-là, donc vouloir utiliser la fameuse technologie de tokenisation pour digitaliser leurs cartes, alors au choix, soit dans GPay, dans Samsung Pay, dans Apple Pay, ou dans leur propre application avec la fameuse technologie HCE, pour faire du paiement mobile. Donc tout ça s'est passé finalement en 5 ans, on va dire. Mais ce qui est long pour une start-up quand même. Ce qui est long pour une start-up, mais à l'échelle de l'écosystème de paiement, du moment, encore une fois, où certaines barrières technologiques ont été levées, où il y a eu donc les critères, certaines barrières technologiques levées, l'écosystème qui est assez aligné et des gros acteurs, je pense que c'est ça qui a vraiment changé la donne, notamment mondiaux, qui ont une exposition énorme auprès des consommateurs, donc un pouvoir d'influence sur les usages, ont franchi le pas. Et à partir de là, donc aujourd'hui, en 2019, on voit que les choses se développent. Alors, par rapport à nous, hein, si je reviens, parce que je suis là pour témoigner de notre parcours là-dedans, on a suivi un peu ce mouvement-là. C'est qu'au début, quand on a sorti notre offre de paiement mobile, on s'adressait aux grandes banques classiques. Hein, on a gagné quelques quand même grandes banques classiques en France en disant on va vous aider à faire face à cette déferlante d'autres acteurs qui veulent rentrer dans le paiement mobile grâce notamment à la technologie HCE. Donc en gros, la promesse, c'était avec notre solution, vous allez complètement maîtriser le paiement mobile en mettant le service dans votre application. C'est ce qu'a fait, par exemple, je l'ai mentionné tout à l'heure, notre client Crédit Agricole au sein de l'application Ma Carte. Au fur et à mesure, aujourd'hui, la promesse devient, on va vous aider, on va vous permettre de digitaliser toutes vos cartes, quel que soit le schéma de paiement, quel que soit le type de carte, crédit, débit, prépayé, dans n'importe quelle wallet, que ce soit votre propre application ou un wallet tiers. Toujours sur la base de technologies standards, ça c'est important, donc liées à EMVCO, Visa, Mastercard, et basé notamment sur la technologie sans contact NFC, qui est la technologie dominante en termes d'acceptation en Europe. Et depuis, et là c'est là où je vais faire le lien avec le QR code, on est sorti un petit peu d'Europe, parce que ce qui s'est passé, c'est que nous on s'est dit, voilà, ce qu'on voyait comme un marché énorme à notre échelle, à savoir les banques tier 1 en Europe, c'est révélé être un petit marché finalement, hein, pour plein de raisons que je ne vais pas développer. Et on s'est dit en revanche qu'il y a plein d'autres types d'émetteurs en Europe et ailleurs dans le monde qui peuvent avoir besoin de notre proposition de valeur. Et là, je vais donner un exemple. Un de nos meilleurs clients aujourd'hui est un émetteur de cartes cadeaux en UK qui émet des millions de cartes par an.
dont le modèle était assez simple. Ils ont fait des deals avec les postes, ils ont mis des présentoirs avec des cartes physiques. Donc quand je vais, voilà, c'est l'anniversaire de mon neveu, mettons, je vais au bureau de poste, je prends une carte, je la charge, je mets 50 livres et je la donne ou je la mets dans une enveloppe, je suis à la poste et je l'envoie. Alors là, avec la solution de digitalisation qu'on a construite, donc où le paiement est juste une partie, donc je suis le même consommateur, je vais télécharger l'application de ce programme manager, de ce manager de cartes cadeaux. Je vais immédiatement choisir le visuel de carte que je veux, personnaliser, charger dans l'application et l'envoyer via WhatsApp, ou si mon neveu est chinois, ce qui n'est pas le cas, via WeChat, pour qu'il le reçoive sous forme de lien, donc avec une carte digitalisée dedans. Il télécharge l'appli, il peut payer immédiatement avec. Donc là, ce qu'on est en train de faire, donc on a quelque part bougé complètement on a pivoté, comme on dit, c'est pour dire que cette technologie de digitalisation des paiements, en réalité, elle va permettre de transformer votre business de programme manager. Vous voyez, juste une question, pardon, parce que j'ai raté un virage. Si tu as pivoté, c'est qu'il y a un truc qui allait pas. Oui, en fait, je l'ai dit un peu vite. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, le focus, le focus, sortie de route. C'est pas une sortie de route, c'est juste une évolution du marché. C'est-à-dire que le focus qui était en 2014-2015, on va aider les grandes banques classiques qui veulent s'émanciper des tiers pour faire du paiement mobile, est devenu, donc ce marché-là, en fait, en Pourquoi réalité, il est si petit finalement, alors que tout le monde pensait qu'effectivement, parce que tu l'as dit, les opérateurs n'avaient pas réussi à faire un truc sexy pour les banques. Donc ça marchait pas. Parce que je l'ai expliqué un peu vite, effectivement, parce que quand Apple Pay et les autres XP sont arrivés derrière, il y a moins besoin de. Il y a eu moins. Voilà, c'est-à-dire que les banques ont plutôt joué ce jeu-là. Donc nous, le pivot a consisté à faire deux choses. À la fois à faire en sorte que notre plateforme, qui est un hub de tokenisation, permet aussi de digitaliser les cartes, quel que soit le wallet, devenir agnostique par rapport à cette question-là. En gros, on a mis la guerre des wallets de côté. À l'époque, on parlait que de ça. Tu te souviens, Laurent? Enfin voilà, oui. c'est qui le wallet qui va gagner? Est-ce que c'est les wallets des banques? En fait, ça n'a plus de sens. Ce débat-là, en quelques années, a complètement disparu. Et la question est devenue comment j'utilise la notion de digitalisation des paiements, de manière encore une fois standard, sécurisée. Le paiement NFC est parfaitement sécurisé. Je ne sais pas pourquoi vous avez dit tout à l'heure qu'il ne l'était pas. En fait, de manière standard pour l'apporter à tous les clients et à toutes les banques. Et toucher des nouveaux use cases, comme je viens de l'expliquer avec la question des cartes cadeaux, où en fait la tokenisation, qui était à l'origine une simple technologie de sécurité, dont l'objectif était de mettre du paiement mobile dans tous les terminaux de manière sécurisée, est devenu un driver de business, en fait. Ça permet... voilà. Et oui, tu as peut-être une question? Non, c'est juste une question de timing. Oui, juste sur la partie QR code, je finis pour faire le lien aussi. C'est qu'effectivement, en sortant d'Europe, actuellement, on a des clients au Moyen-Orient, en Asie centrale, évidemment, on tombe sur le QR code. Et là, c'est le consommateur qui décide. C'est-à-dire que c'est le consommateur qui va décider. C'est pas parce que QR code, c'est mieux comme technologie ou NFC, c'est moins bien. C'est pas la question. C'est que le consommateur a l'habitude de ça. Et en fait, nous, notre approche, elle est basée sur les standards, y compris en Chine avec UPI d'ailleurs, Union Pay International. Et en fait, on pense que ça passera par là. Il n'est pas, à part le cas particulier du duopole WeChat Pay, Alipay, qui est très particulier à la Chine, mais si on va par exemple au Vietnam, il y a aujourd'hui plus de 20 wallets basés sur le QR qui ne sont pas interopérables. Le régulateur et le scheme local sont en train de mettre en place, comme à Singapour, mais à l'échelle d'un plus grand pays, donc le Vietnam, 100 millions d'habitants, je crois, de mémoire. Donc, un système interopérable basé sur les standards EMVCo. Donc, nous, on croit beaucoup à ça pour faire, encore une fois, des services de paiement pour tout le monde. C'est ça le créneau sur lequel on essaie de se mettre. C'est, en gros, on hérite du meilleur de cette technologie carte, quelque part, qui est la notion d'interopérabilité, portée sur des nouvelles technologies, effectivement, très populaires, comme le QR code. Voilà. Merci beaucoup, je suis désolé, j'aurai encore plein de questions, mais je vois l'heure qui tourne, c'est mon rôle. C'est intéressant de voir effectivement deux startups qui ont à peu près le même âge. Une qui finalement a choisi de rester très ferme sur sa stratégie et de ne pas bouger malgré des fois des phases très dures. Toi finalement qui a pivoté avec succès vers des nouveaux développements plus larges. Tout ça pour arriver à continuer à développer des nouvelles offres de services. Merci Oussem. Alors Diana, bon, je suis désolé, c'est une petite scène ici, on n'est pas à la BFM Academy, mais pour nous, tu es la gagnante de cœur, même si tu es arrivée numéro 2. Ta cible, c'est les adolescents. Alors comme je disais tout à l'heure, c'était un peu le fil rouge de ma matinée. Ma fille était avec moi et alors justement, elle est pile dans la cible. On lui donne une carte bancaire dans ma banque à moi, qui moi me va très bien, mais bon, elle a plus de 16 ans. Vous avez sans doute des ados, vous aussi. Est-ce que vraiment vous arrivez à les contrôler? Bon, moi pas. Mais par contre, la banque veut encore que ça soit moi qui la contrôle. C'est-à-dire qu'elle n'a rien le droit de faire sans que moi je signe un truc. Puis c'est casse-pied, donc j'ai pas le temps de signer. Donc ça fait c'est pas drôle d'avoir des disputes entre parents et enfants, mais voilà, quand je mets 1 an à aller valider l'augmentation d'un plafond de carte parce que j'ai autre chose à faire.
Voilà, c'est de ma faute, monsieur. Mais c'est parfait, ça crée c'est des vrai que c'est quand même opportunités ça pour des acteurs aujourd'hui comme les banques. Et donc toi, si j'ai bien compris, tu essayes de proposer une autre offre de valeur. Quelle est-elle exactement? Alors effectivement, moi je viens de la banque et c'est vrai que les gens me disent classiquement quelle est la différence entre ce que vous faites et la banque. Dans une banque, c'est une tannée d'ouvrir Je l'ai dit gentiment. Hein. Voilà, moi, je viens de la banque, donc je le dis. Ils sont membres de l'Accès. Mais j'aime beaucoup les banquiers. J'aime beaucoup les banques. Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'ouvrir un compte, une carte pour son enfant. Entre 12 et 16 ans, ils n'ont que des cartes de retrait. Selon le degré de modernité de votre banque, entre 12 et 15 ans, ils ne vont pouvoir retirer que dans des DAB de votre banque. Après, à partir de 16 ans, vous allez pouvoir espérer que l'enfant ait une carte de retrait et de paiement et vous avez signé la convention de compte, donné plein de documents. Et pour autant, tout ceci ne permet pas à votre adolescent d'avoir un outil qui corresponde à ses codes, qu'il comprenne, qu'il puisse s'approprier. Donc moi, effectivement, venant de la banque, ayant moi-même des enfants, je me suis dit, et vraiment je me suis inspirée de ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on a des expériences de néobanques qui sont fantastiques, comme Number 26, Revolut, des ouvertures extrêmement lean et rapides, et on a toute cette génération qui, elle, en fait, ne connaît que le smartphone. Moi, c'est assez intéressant, je travaille avec des adolescents, donc je fais régulièrement des focus group, et au début, moi, je me fais tarter tout le temps en focus group sur 2, et un des focus group, le premier, on leur a dit, est-ce que vous avez un smartphone ou un téléphone? Ils nous ont dit, c'est quoi un téléphone? On a dit, ah bah ouais, en fait, vous avez raison. Ils ne connaissent que les smartphones. Ils ont des smartphones à partir de l'âge de 11 ans. Et donc, nous, on s'est dit, mais pourquoi ne pas finalement inventer un outil qui correspondent à leur code, qui vivent avec leur temps. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire les ados? Certes, ils veulent payer, mais payer finalement, c'est une finalité. Déjà, mes ados n'ont pas beaucoup de moyens parce qu'ils restent encore dépendants financièrement de leurs parents. Ils veulent que papa paye, mais avec leurs moyens de paiement. C'est pas exactement c'est ça. Non, ils veulent que papa leur donne de l'argent pour payer. Non, mais surtout, ils veulent aussi, et nous, on a été très surpris, s'approprier un petit peu le vocabulaire de l'argent. Là où on les sous-estime très souvent, les ados, en leur parlant, nous, on s'est rendu compte de choses qui nous ont fait halluciner. Par exemple, ils comparent les couleurs de carte bleue de leurs parents dans les cours de récré. Donc les parents nous disent mais non, ils parlent pas d'argent, faut pas leur parler d'argent, c'est pas de leur âge. Mais en fait si, ils écoutent. Et on s'est dit bah ok, donc pourquoi ne pas? Et on leur a demandé du coup qu'est-ce que vous voulez? Et ils disent bah nous on a des petits objectifs, ça va être je veux organiser une soirée avec mes copains, je veux une paire de baskets. Et ensuite en parallèle on a le parent qui dit mais j'ai l'impression que j'ai un panier percé qui veut dépenser plein de choses. On a dit mais en fait attendez, on va vous aider à mieux dialoguer. Et on a défini un outil. T'es coach en vie personnelle. Non mais on est un compagnon. On est vraiment un compagnon. On vient vraiment s'interfacer. C'est-à-dire que moi, un de mes bâtons, un de mes chevaux de bataille, c'est de dire il faut aussi un petit peu dépassionner les débats autour de l'argent. C'est que les enfants, souvent, ils n'ont pas de recul parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte de la valeur monétaire cumulée de ce qu'ils veulent. Donc on leur a fait un module dans lequel ils peuvent mettre le bien qu'ils veulent, combien ça coûte, ils ont une jauge qui monte. Ils n'ont pas d'outils dans lequel ils peuvent apprendre à prioriser leurs demandes. Donc ils font ça et ensuite ils montent des cagnottes. Parce que les enfants, ils adorent en fait développer le goût de l'effort, mais ils n'ont pas d'environnement pour le faire. Quand c'est les étrennes, quand c'est Noël, vous leur donnez du cash. Quand c'est des grandes fratries, généralement, il y a une course à l'échalote pour dépenser rapidement son fric, parce qu'on a eu des cas qui nous ont dit non, mais nous, quand mamie nous donne 50 €, on va tout de suite les dépenser, parce qu'après, mon frère, ma soeur va venir me demander, je vais plus savoir ce que c'est. On leur a dit, écoutez, on va mettre tout ça dans une app et ça va être génial. Vos parents, ils vont pouvoir vous donner votre argent de poche. Déjà, ça va arriver en temps réel, parce que c'est une génération d'instantanéité. Moi, mes ados, quand ils sont bloqués, qu'ils ont besoin de prendre un VTC ou d'acheter un paquet de popcorn, ils ne peuvent pas attendre 3 jours le délai de compensation interbancaire pour que l'argent arrive sur le compte de papa. Non, mais c'est vraiment ça. Donc on a dit bon ok, donc il faut qu'on ait un outil. Mais mes 50 € en cash que mamie m'a donné, j'en fais quoi avec je les mets dans le mobile, comment? Alors oui, ça vous pouvez pas. Vous pouvez pas les scanner. Non, pas encore. Faudra qu'on discute peut-être avec Oussama. Non, aujourd'hui, vous alimentez le compte de l'enfant par virement. Et vous avez aussi la possibilité, donc bien sûr, de faire ce qu'on appelle des top-up, carte bleue, pour faire des alimentations en temps réel. Et là où c'est très sympa, du moins après moi je vends mon propre outil, donc je ne peux pas dire le contraire, mais là où je le trouve vraiment sympathique, c'est qu'il ne s'agissait pas pour nous de nous substituer aux parents par rapport au rapport à l'argent. Et d'ailleurs, on a discuté avec beaucoup de parents, et il y a vraiment ce qu'on appelle les drones. Donc les parents drones, c'est à l'euro, limite, avant de dépenser 50 centimes, je veux savoir où, quand, quoi, comment. Et après, il y a des parents qui vont plutôt être sur des notions de seuil, et de dire effectivement c'est un ado, il a besoin de consommer, il a besoin d'apprendre à se gérer, c'est mon rôle en tant qu'éducateur de l'accompagner, donc je veux un outil que je puisse paramétrer. Donc on a des parents qui vont dire moi je veux avoir des notifications pour toute dépense supérieure à 5 €, et d'autres parents qui vont dire un enfant de 13-14 ans, une dépense supérieure à 30-40 €, ça me paraît anormal, donc c'est quelque chose que je veux pouvoir suivre. Et en fait, c'est très bien accepté finalement comme ça, parce que ça rajoute de la transparence dans les rapports à l'argent entre le parent et l'enfant. Alors,
pour être honnête avec toi, il y a beaucoup d'acteurs installés, banquiers, hein, qui nous ont souvent expliqué que c'est justement au début de la vie de l'adolescent, en général, c'est pas le 12 ans, mais que se fait là le combat, parce qu'après c'est trop tard. Hein. Il y a deux phases de vie, c'est le premier compte et le premier crédit pour la maison. Donc, pourquoi finalement c'est si compliqué pour eux de faire ce que tu fais? Parce que ça paraît naturel, tout ce que tu dis. On a tous des enfants, et les banquiers aussi ont des enfants, je t'assure. Donc pourquoi toi et pas eux? C'est quoi? C'est la réglementation qui est compliquée? C'est la techno? C'est quoi? Alors, la réglementation n'est pas particulièrement compliquée, c'est-à-dire, c'est comme tout. Moi, j'essaie d'être bien avec les régulateurs, donc je ne vais pas dire ça. Mais non, le cadre réglementaire est là, c'est-à-dire, effectivement, une des difficultés, c'est que quand on est dans une relation parent-enfant, c'est pas une ouverture de compte en 3 minutes et la carte arrive chez vous comme par magie. Donc, il faut quand même vérifier l'identité du parent, le lien de parenté entre l'enfant et le parent, faire un certain nombre de vérifications. La raison pour laquelle les banques ne le font pas, moi je viens de la banque, et en fait les banques, elles ont quand même beaucoup de dimensions de la transformation digitale qui s'est opérée, qui n'ont pas correctement embrassé. C'est-à-dire, il faut se mettre à la place des banques. Ne vaut-il pas mieux améliorer l'expérience de mes clients corporate, institutionnels, de fortune, patrimoniaux, avant de me poser la question de créer des applications et accompagner des nouveaux usages? Donc ça, c'est mon premier élément. Ça viendra un jour, mais c'est un peu loin dans la liste, quoi. Exactement, je pense que ça viendra, parce qu'on le voit, on va vraiment sur des expériences clients et des parcours clients de plus en plus fins, de plus en plus adaptés pour chacun de nos clients. Mais aujourd'hui, les banques, elles ont tellement d'autres sujets à faire. En même temps, c'est le client de demain. C'est le client de demain, mais alors après, là où c'est très intéressant pour moi, qui suis dans la niche, c'est que pour une banque, aujourd'hui, un acteur comme Number 26 ou Revolut est beaucoup plus problématique qu'un acteur comme Xalis ou quelqu'un qui vient gérer la primo-bancarisation ou le primo-équipement. Deuxième élément de réponse, c'est que quand je vois l'agilité, la rapidité, la légèreté de la structure de coût avec laquelle on a développé et mis le produit sur ce marché, c'est-à-dire que la banque, effectivement, le temps qu'il fasse, que le dossier passe à la compliance, qu'il passe au juridique, qu'on aille chercher les compétences en consulting. Moi, je prends des briques, je prends des outils qui me permettent de faire du temps réel. Les banques, elles ont des SI, elles ont des legacy, des SI bancaires qui sont hyper lourds. C'est très difficile aussi pour une banque de dire, écoute, j'ai 5000 personnes à ma DSI, mais bon, là, je vais travailler sur un nouvel usage et je vais aller prendre une autre brique sur le marché pour le faire. Comme il ne reste que 2 minutes, j'ai 2-3 questions taquines quand même. Tu es peut-être la première en France, mais pas la première en Europe. Par exemple, Osper a eu du mal quand même. Ça fait, je l'ai invité plusieurs fois, je crois, depuis 2012. Bien sûr. Puis il a eu des hauts, puis il a eu... Maintenant, on l'entend moins parler. C'est pas si simple. C'est quoi les freins pour toi, les gros écueils à éviter pour justement peut-être faire mieux Oui, alors effectivement, il y a plusieurs choses. C'est que, effectivement, je suis pas la première je suis la première en Europe continentale, en France et en Europe continentale, mais c'est quelque chose qui existe. Et aux États-Unis, il y en a plein, parce que les Américains, eux et l'argent, ils donnent des cartes aux enfants à 6 ans. Donc il n'y a aucun problème. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec du crédit directement. Ouais, non, mais bien sûr, à 12 ans, ils veulent leur mettre des lignes de crédit. Non, je pense que... Moi, j'ai une de mes expressions consacrées qui dit toujours qui trop embrasse mal étreint. Je pense que c'est difficile d'être pertinent sur des scopes trop larges, sur des propositions de valeur trop riches. Et malheureusement, un des écueils lorsqu'on se lance sur des nouveaux segments, c'est qu'on a envie d'étoffer l'offre et de pouvoir servir, d'arriver finalement sur toute une palette de valeurs qui soit beaucoup trop large. Après, on parle d'Osper, effectivement, qui a fait up and down, mais à l'inverse, il y a GoHenry qui a fait up up. Il y a des acteurs comme Current, Greenlight, donc il y a quand même des belles histoires qui arrivent à s'écrire. Là, Osper était parti trop tôt. Alors oui, Osper était parti trop tôt, et puis effectivement, je pense qu'après, il faut pas être trop en avance. Par rapport, lorsqu'on lance un produit et qu'on est seul, effectivement, c'est qu'on est un peu trop précurseur. C'est un marché, il faut l'éduquer, c'est-à-dire il faut l'éduquer sur cet usage-là. C'est-à-dire il faut convaincre les parents de l'intérêt d'avoir une application pour piloter leurs enfants. Il faut convaincre les ados de l'utilité d'avoir cette app pour digitaliser l'argent de poche. Donc, dernière question, parce que là, le temps, c'est plus en retard, c'est très en retard. Dernière question, et comme ça, je terminerai sur mon fil rouge. Justement, j'ai dit à ma fille dans le métro ce matin en venant, mais tu devrais aller chez Xalis. Ouais. Elle m'a dit, on va peut-être attendre que ça fasse ses preuves. Bien sûr. C'est vrai qu'on revient au sujet de RestoFlash, la confiance. Ouais. Comment tu fais? Tu as 30 secondes. C'est sûr. quoi ta recette pour essayer d'amener cette confiance qui n'est pas naturelle? Moi, ton produit m'intéresse, mais comment tu vas faire pour amener cette confiance alors que tu as tout le peps, etc. Mais il y a quand même la confiance, je mets mes sous, quoi. Bien sûr. Non, mais alors déjà, tu mets tes sous, mais alors nous, on a une activité régulée, donc on a un agrément d'agent, on est régulé par la Banque de France, donc votre argent n'est pas dans la nature. Ça, c'est la première
chose. Et puis après, la confiance, elle se construit avec le temps. La confiance, elle ne se décrète pas. La confiance, elle va se construire avec le temps, les retours d'autres utilisateurs que vous allez voir, les ados qui vont avoir des cartes Xalis dans les cours de récré, qui vont commencer à faire des choses avec leurs cartes Xalis, et les parents pour lesquels, en fait, ils vont avoir une valeur d'usage démontrée. Moi, rapidement, alors je vais déborder sur mes 30 secondes, mais juste pour vous donner un exemple, moi, j'ai un des parents qui m'a dit, au début, c'était vraiment pour donner l'argent de poche, dépanner sur le quotidien. Et maintenant, je me fais engueuler par des parents parce que je fais quelque chose qui, à la base, me paraissait très naturel, c'est que le prix de l'abonnement est prélevé sur le compte du parent. Et maintenant, les parents nous disent, écoutez, pour éduquer financièrement, ce serait quand même bien que tous les prélèvements partent du compte de l'enfant. Et en fait, maintenant, j'ai pas seulement envie que ça devienne un outil du quotidien, j'ai envie que ça devienne un outil anticipé de gestion de budget pour donner en fait un outil aux enfants pour leur permettre de prendre du recul sur tous leurs postes de dépenses. Merci, bravo, très jolie réponse. Une dernière toute petite, mais tu as le droit à 3 mots, c'est est-ce que ça t'aide, le fait que des gros parrains comme Mastercard, je vois, s'affiche à très haut niveau, puisque Anne Kearns s'est affichée en photo plusieurs fois avec toi, est-ce que ça aide à cette confiance? Bien sûr. En fait, ça aide, alors paradoxalement, surtout pour les enfants. Moi, c'est hyper intéressant. Moi, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Du moins, moi, quand je dis moi, mes équipes. On communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Et une des questions qu'on a eues dans les 15 jours qui ont suivi notre lancement, c'est une arnaque, on ne les connaît pas, qui est-ce? Et les ados, ils s'automodèrent. Et un des éléments de modération donnés par un autre adolescent, c'est « mais tu n'as pas vu que c'est des cartes Mastercard ?» Donc, non, mais c'est assez paradoxal. On n'attend pas que les enfants, finalement, aient ce genre de réaction-là. Et le fait d'avoir un acteur établi comme Mastercard, qui très clairement nous soutient, nous accompagne, fait un certain nombre de choses avec nous, ne peut qu'aider à construire et à accélérer ce mécanisme de confiance. Un grand merci. J'aurais des millions de questions pour vous tous, mais on est très en retard. Vous pouvez les applaudir.